Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Parlons Care. C'est une chaîne où il est question de santé, de relations, de puissance d'agir et de care. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle, je suis avec Jean-Jacques, qui est libraire indépendant. Bonjour. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Très bien. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais qu'on mette en avant ta pratique parce que je considère que c'est une pratique pour moi qui est essentielle, qui relève du care, du soin et de la santé. Et voilà, l'idée, ça va être de mettre en avant finalement ce que tu fais, la manière dont tu le fais, puis peut-être commencer par revenir sur ton parcours. Comment je suis devenu libraire? Voilà, qu'est-ce qui t'a conduit à faire ce que tu fais aujourd'hui Voilà, il y a une grande part de hasard en fait. J'ai fait des études qui ne m'ont pas du tout intéressé. Soit j'ai été mal aiguillé, soit je me suis moi-même mal aiguillé, j'aurais dû être assureur. Et donc je me suis beaucoup ennuyé interne à Bourges pendant 2 ans. Et je suis tombé sur une documentaliste qui a senti que j'avais un intérêt pour les livres. J'allais me réfugier à la bibliothèque de l'établissement assez régulièrement. Et elle m'a proposé de lire un livre, Boris Vian, L'écume des jours. Et ça a complètement changé ma vie. T'avais quel âge à l'époque? J'avais 18 ans, 17 ans. Ok, donc à l'époque, tu étais déjà un lecteur, plaisir, passion? Alors, plaisir, c'est-à-dire que je lisais Agatha Christie, j'avais lu des livres que j'avais trouvés dans la bibliothèque de mes parents, San Antonio, des choses divertissantes. Et Boris Vian, ça m'a fait comprendre une chose, c'est qu'un livre, ça pouvait être beaucoup plus qu'un simple livre. C'est-à-dire que c'était un livre qui pouvait changer ta vie, qui pouvait... après avoir lu L'écume des jours, j'ai lu tout ce que Boris Vian a écrit, tout. C'était une compulsion. Tu peux rappeler rapidement de quoi parle ce livre finalement? Alors, L'écume des jours, oui, c'est l'histoire d'un couple, Colin et Chloé, qui sont fous amoureux, et Chloé a une maladie qui doit être la tuberculose, je pense, si je me souviens bien. Et ça, évidemment, ça rend la relation très difficile. Et il y a des choses existentielles dans ce texte. Et je me suis retrouvé, j'ai senti qu'il se passait quelque chose d'intense, et j'ai surtout vécu ce moment inouï qui correspond à ce qu'un livre peut nous apporter, c'est-à-dire carrément nous porter, nous faire voir les choses autrement. Ça a été une révélation. Mais en quoi finalement, quand on a 18 ans, là, donc pour le coup, moi je l'ai lu ce livre, mais c'est marrant parce que toi tu mets la tuberculose derrière, moi je mettais le cancer ou... Oui, une maladie que Boris Vian dissimule un peu, je pense. Ouais. Et en quoi, finalement, quand on a 18 ans, c'est ça qui peut donner, finalement, le goût de la lecture, toi? J'ai pas l'impression qu'à 18 ans, on est toujours touché, enfin, je me trompe peut-être, mais... La poésie du livre, la façon de dire les choses, l'humour très particulier qui s'en dégage, une histoire tragique racontée de façon aussi poétique, ça m'avait vraiment marqué. Je m'étais dit qu'il y avait quelque chose à trouver dans la lecture. Et donc, tout Boris Vian, j'ai lu tout ce qu'il a écrit, et ensuite j'ai été complètement accro à la lecture. Donc j'ai découvert des auteurs comme Tolstoï, comme Kafka, puis je n'ai plus arrêté de lire à partir de là. Et comment je suis devenu libraire? En fait, j'ai eu une période parisienne où je n'avais pas spécialement envie de faire un métier trop prenant, et à l'époque, en 90, il y avait des agences intérim, et c'était très simple de travailler. Je trouvais toujours des missions. Ça pouvait être 3 jours, 10 jours, 2 mois, et des missions constamment. J'ai jamais été au chômage à cette époque-là. Et un jour, comme mission, Gibert Joseph, une librairie parisienne. J'y vais comme pour toutes les autres missions, pour découvrir un métier, pour voir, pour m'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et là, je me suis dit, ça c'est un métier qui me plaît bien. C'était la première fois que je me disais ça. Et ça m'a trotté dans la tête, et quand je suis revenu à Orléans en 92, je suis allé voir mon libraire attitré, Alphabet, libraire qui n'existe plus, qui se situe à rue de la République. Fabrice Ménigon, c'était la personne que j'allais voir et qui me donnait des bons conseils. Et je lui ai dit, je suis en recherche d'un travail, j'aimerais bien être libraire. Et donc il me dit, non, je n'ai besoin de personne. Sauf qu'un coup de chance inouï, une semaine ou 2 plus tard, il me rappelle en me disant que quelqu'un partait en pleine rentrée de septembre, c'était à peu près un 15 septembre, en 92, et qu'il fallait qu'il soit remplacé assez rapidement, que ça allait pas être simple, mais qu'il me voyait bien dans ce rôle,
Et ça a été le début, et je suis libraire depuis cette époque-là. Donc, tu n'as pas de formation particulière? Non, j'ai appris sur le tas. Sur le tas? J'avais juste cette passion de la lecture, cet intérêt. Tu te rappelles le premier jour quand tu t'es pointé finalement dans cette librairie? Oui, je m'en souviens bien, oui. Et parce que moi, tu vois, finalement, quand je rentre dans une librairie, qui est mon libraire depuis quelques temps, j'ai toujours été impressionné par ce paquet de livres. C'est limite effrayant, finalement. C'est vertigineux, mais en fait, le libraire, il doit trouver dans cette masse de livres un certain nombre de livres qu'il aime vraiment et qu'il peut conseiller avec enthousiasme. C'est-à-dire qu'il n'est pas utile d'avoir tout lu. Moi, je peux me vanter, c'est assez étonnant, mais je t'assure que c'est vrai. Je n'ai jamais lu un livre qui ne m'a pas intéressé. Je ne me force jamais à lire un livre. Il y a même des livres plus ou moins classiques que je n'ai pas lus, parce que pour moi, il y a ce principe essentiel, le plaisir. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'œuvres à lire qu'on peut se permettre, c'est un luxe inouï, de ne lire que des livres qui nous apportent quelque chose. Et à partir de là, on se fraye un chemin fascinant dans la littérature, dans toute cette forêt de livres. Ce qui me surprend finalement, c'est que tu me dis si je me trompe, mais quand des gens franchissent le pas de la porte de la librairie, il y a un besoin souvent qui est le leur. Comment tu peux conseiller finalement quelqu'un Comment tu conseilles quelqu'un finalement que tu ne connais pas? Comment tu es sûr finalement que le plaisir qui est le tien quand tu as lu cet ouvrage, il peut être celui finalement du lecteur Alors déjà, je n'ai pas du tout envie de donner des conseils inadaptés. Donc déjà, la première chose, je salue respectueusement la personne qui rentre dans la librairie. Ensuite, j'observe et si je sens une attente, je propose mon aide. Parfois, la personne n'a pas besoin d'aide, elle a ses idées, parfait. Et si elle a besoin d'aide, j'instaure une discussion. Je demande à la personne si récemment elle a eu l'occasion de lire un livre qui lui a vraiment plu. À partir de là, c'est un fil que je tire. J'arrive parfois, souvent même, à trouver d'autres livres qui seraient susceptibles de plaire à la personne. Je la rassure en lui disant que je ne cherche pas spécialement à lui vendre le livre, je veux juste lui en parler et que de toute manière, si elle veut le lire un jour, elle sait qu'elle pourra le trouver ici ou revenir en discuter avec moi. Je ne mets pas de pression commerciale. Moi, je discute de livres et souvent, ça débouche sur un livre que la personne choisit de prendre. Après, il y a le lien qui se constitue sur la durée, c'est-à-dire la personne revient, pas toujours, mais elle revient parfois pour me dire si elle a aimé ou pas le livre. Et ça crée un lien, comme avec toi par exemple. Ça crée un lien parce que les retours me permettent d'affiner, de donner des conseils plus ajustés. Et le libraire ne conseille pas que des livres qu'il a lus. Après, moi je connais la valeur de certains livres sans forcément les avoir lus, parce qu'un client m'a dit qu'il était exceptionnel, ou parce que j'ai lu un résumé, ou parce que j'ai écouté un podcast. On ne peut pas se cantonner uniquement à ce qui nous plaît, parce que ce serait trop restreint. Si un client me dit j'aime Amélie Nothomb, je ne vais pas lui conseiller, je ne vais pas lui trouver une rareté qui va la barber, cette personne. Donc je peux très bien, parmi les nouveautés, lui conseiller un livre que je n'ai pas lu et dont je sais qu'il se rapproche. Par recoupement, en fait, le libraire, c'est un petit peu c'est Miss Marple, quoi. C'est-à-dire, il fait des recoupements avec les. Si un lecteur me dit j'ai aimé tel livre et tel livre, moi je dois pouvoir en trouver un quatrième qui correspond. D'accord. Après, il peut y avoir quelquefois des retours de personnes qui me disent ça m'a pas spécialement plu, et là je peux ajuster. Je préfère ça plutôt qu'aucun retour. Tout à l'heure, tu parlais d'un lecteur qui adore lire. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire combien de livres finalement c'est quoi la masse? Comment tu... C'est variable, mais j'ai toujours au moins un livre en cours. En général, je lis 2 ou 3 livres en même temps, parce qu'en fonction de l'humeur. Par exemple, si on lit 2 heures un livre, on le ferme, on peut faire une pause. Moi, je ne peux pas repartir sur 2 heures avec le même livre. Par contre, un autre livre peut nous détendre de ce livre. Après, il y a différents niveaux.
C'est-à-dire, là en ce moment, je lis un livre sur la solitude qui est assez exigeant, qui d'ailleurs n'est pas encore paru, va paraître dans à peu près une vingtaine de jours. J'ai eu la chance de l'avoir un peu en avance. Et je sais que si je lis 1 heure ce livre, je vais pas être disponible ensuite pour une 2e heure avec ce livre. C'est-à-dire que si j'enchaîne avec un livre plus facile, ce sera sans problème. Ok. Et en termes de alors, quantité, je dirais 2 livres par semaine. 2 livres par semaine. Oui, 2 livres par semaine. Souvent, c'est des livres qui... Je ne suis pas un lecteur ultra rapide, c'est-à-dire je prends le temps, je prends souvent des notes même, je souligne dans les livres souvent, je veux vraiment m'imprégner de ma lecture. Tu prends des notes pour toi, que pour toi, ou dans l'optique de pouvoir en parler, tu fais des fiches, comment tu travailles ? Je prends des notes pour moi, mais souvent elles peuvent servir pour d'autres. Par exemple... Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est on a cette chance, en tant que libraire, on voit des représentants qui nous proposent des livres qui vont paraître en général 2 mois plus tard, en moyenne. Ça peut être 3 mois, ça peut être 1 mois et demi. Et on a cette chance de pouvoir dire ça m'intéresserait, pourrais-tu me l'obtenir en service de presse ? Donc, on le reçoit. Parfois, pas toujours, mais on le reçoit souvent quand on le demande. Et ce que j'aime beaucoup, c'est lire un livre avant parution et de me dire ça. C'est quelque chose, je vois, en le lisant, je pense à des personnes, je dis ça paraît un tel, tiens, ça aussi, cette personne aimerait. Donc, quand le livre sort, je préviens les gens, souvent, ou je mets un papier sur le livre pour dire à quel point il m'a plu. Parce que je sais très bien, par exemple, la correspondante que je t'ai conseillée. Ah oui. J'ai eu la chance de le recevoir 2 mois avant. D'accord. Et j'ai même, je peux te dire que j'en avais assez, je voulais que le temps passe plus vite pour pouvoir, je me disais un tel livre, je suis pressé de le conseiller. Et je savais qu'un tel livre serait à un moment ou à un autre identifié comme étant un livre important ou en tout cas un livre à recommander. Donc j'ai eu à peu près 1 mois pendant lequel le livre n'avait pas été repéré. Et après, il a été repéré par les FNAC, par les autres librairies. Après, j'étais plus très original en le suggérant, puisque les gens me disaient « Ah, j'en ai entendu parler, forcément ». Mais j'ai eu cette fenêtre, tu vois, où pendant 1 mois à peu près, les gens me disaient « Ah, je ne connais pas du tout, qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est un plaisir particulier. Okay. Tu es pas n'importe quel type de libraire, on parle de librairie indépendante. Oui. Est-ce que ça a un sens particulier pour toi ? Est-ce que c'est un choix de vie ? Disons finalement que... Oui, ça a un sens parce que le libraire indépendant, il n'est pas affilié à un groupe. Par exemple, il y a certaines librairies qui appartiennent à des grands groupes. Il y en a plusieurs, je ne vais pas citer de nom, mais le libraire indépendant, le conseil qu'il donne, il est garanti absolument honnête. C'est-à-dire que j'ai aucun intérêt à vendre tel livre plutôt que tel livre. Je ne vais pas vendre le livre qui serait dans l'escarcelle de mon patron, par exemple. Je vends des livres, je me moque de l'étiquette, l'éditeur. C'est-à-dire, si je trouve un bon livre, je vais le proposer avec enthousiasme autant que je peux. Et je me moque de savoir si c'est Gallimard, si c'est Seuil, si c'est... voilà, c'est pas mon souci. Et tu vois, ça pour moi, c'est du care par excellence. C'est-à-dire que une pratique, finalement, elle relève du care dès lors qu'on est en première intention. C'est-à-dire qu'on est là pour... Voilà. Je ne sais pas trop si tu parles de clients ou pour celles et ceux qui viennent te voir quand ils ont besoin de quelque chose. Voilà. L'idée, c'est que tout le monde s'y retrouve. C'est-à-dire que c'est un métier. L'idée, c'est quand même que toi, tu en vives. Mais la première intention, elle doit être pour. Mais le care me tient à cœur parce que je suis très bien placé pour parler de ce que peut apporter un livre. Moi, j'ai vraiment, c'est une drogue pour moi, le livre. Raconte-moi. C'est-à-dire que c'est un compagnon. Montaigne, il en parle bien. C'est un compagnon qui est toujours là et qui, lorsque tu le rencontres au bon moment, il y a une coïncidence. Il y a quelque chose qui se passe de merveilleux. C'est unique. Donc, moi, mes lectures, les lectures qui me touchent le plus, ce sont des livres qui me font beaucoup de bien. C'est-à-dire, quand tu lis un bon livre, tu le sais, tu en sors plus grand, plus fort, plus solide, et moi j'ai cette envie de faire passer, tu vois, je m'estime, je suis un passeur en quelque sorte, de faire passer ce livre qui moi m'a apporté beaucoup de bien-être. Par exemple, La Correspondante, pour en parler, il m'a touché, j'ai rencontré, moi j'adore les livres où on rencontre où un personnage de papier devient réel, s'incarne.
Et j'ai envie de faire partager tout ça. Donc pour toi, finalement, un livre, ça augmente. Ça augmente et ça fait du bien. Ça donne un sens à la vie. C'est tellement précieux. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Des fois, il y a des livres. Le livre, finalement, des fois, ça peut être une sorte d'enfermement, c'est-à-dire que tu peux passer des fois des heures à lire. Oui. Et en même temps, ça t'amène dans des lieux... Alors ça, j'y fais attention maintenant. Pendant plusieurs années, il y a une compulsion, parce qu'on veut, tu parlais tout à l'heure du vertige qu'on peut ressentir dans une librairie. On veut être à la hauteur. Il y a des auteurs qu'on ne peut pas ne pas connaître. Il y a une sorte de complexe. Voilà. Combien de livres par mois? Par mois, donc à peu près, je t'ai dit 2 par semaine, en tout 10 à peu près, 8. Non, 10. Mais que tu lis toi, mais qui sortent en librairie. Oh là là, toi, alors ça en dépend fait, parce qu'il y a des pics. En septembre, il peut y avoir 700 livres, des romans. Et en janvier, la deuxième rentrée, il peut y en avoir 300 à peu près. Hein. C'est énorme. Et puis il en sort évidemment en dehors de ces 2 périodes. Donc c'est vertigineux. Alors pour être libraire, il faut être très curieux. Moi, je commence énormément de livres. J'en commence... je lis les 3 premières pages d'un livre. Et en fait, j'ai une sorte d'intuition. C'est-à-dire quand j'ai lu 3 pages d'un livre, je sais si je vais continuer ou pas. Lire 3 pages d'un livre, c'est un peu renifler le livre, tu vois, c'est faire connaissance, c'est voir le style, c'est voir les thèmes. C'est la meilleure façon de trouver les livres qui vont nous inspirer. C'est comme ça que je procède. Et pour toi, alors du coup, imaginons que moi, ce qui m'intéresse finalement, c'est de mettre en avant des pratiques, donc qui relèvent du care, de la santé. Quelles compétences il faut pour faire finalement le métier que tu fais? Alors, tu en as déjà dit 2-3 mots. Une sorte d'empathie. L'empathie? L'empathie, il faut bien écouter le lecteur. Et puis, moi, quand je conseille un livre adéquat, dont il me semble qu'il est adéquat, qui correspond à la personne, j'ai l'impression de faire une bonne action. Donc, j'ai l'impression que cette personne va trouver de l'aide ou va trouver... une augmentation, comme tu disais, va réussir à trouver un sens en lisant ce livre. J'ai ce souci, tu vois, j'ai ce souci. Après, si la personne me dit je veux juste me divertir, je lui conseille un bon roman policier, ça peut être bien aussi, mais il y a encore, heureusement, des personnes qui cherchent plus que ça, plus qu'un divertissement dans la lecture. Mais je dois dire qu'il y a une mutation là depuis quelques années, et il y en a de moins en moins. C'est triste, mais il y a trop de fragmentation dans le commerce du livre, le commerce ou la façon de se procurer des livres, qui fait que je suis assez pessimiste sur l'avenir des libraires indépendantes. Je pense que dans 10, 15 ans, 20 ans, elle risque de disparaître. Parce que, tu vois, on est arrivé tout à l'heure, il y a une immense boîte à livres dans l'établissement. Les gens maintenant, j'en ai vu quelques-uns qui viennent dans une librairie, qui prennent le code-barre du livre et qui regardent l'avis sur Babelio, je ne sais où, qui n'ont plus besoin de libraire pour avoir l'avis des... Ils regardent le nombre d'étoiles, si le livre a pas mal d'étoiles, ils se disent tiens, je le lirai bien. Il y a tellement de façons maintenant de trouver des livres ou de se faire influencer que le libraire devient presque superflu. Par exemple, il y a encore 10 ans, 15 ans, sur une journée, il pouvait y avoir une dizaine de très bonnes interactions. Une bonne interaction, pour moi, c'est quand un lecteur vient, qu'il y a une bonne discussion et que le lecteur se laisse influencer parce qu'il a confiance, parce qu'il sait que les conseils qu'il va avoir dans ce lieu, dans cette librairie, seront originaux et de qualité. Maintenant, une journée, il peut y avoir 1 ou 2 interactions, 3 maximum. Tu vois la différence? Et ça s'érode, en fait. Ça s'érode. Comment, selon toi, on pourrait remédier à cela? Tu vois, est-ce que tu as des... Je fais tous les jours, j'essaye d'y remédier en étant efficace, en étant à l'écoute, en donnant les conseils les plus judicieux possibles. Et puis, je me rends compte que le lecteur ouvert, confiant, qui va s'en remettre au conseil du libraire, il est plus rare. Il y en a encore, bien sûr. Et surtout, il y a le problème de la jeunesse. C'est-à-dire que on voit de moins en moins d'adolescents.
dans les librairies. C'est-à-dire que déjà, tu sais qu'en librairie, le livre sort d'abord en grand format, à peu près 20-25 euros, ça dépend, et puis ensuite en poche, au bout en général d'un an. 1 an et demi, à un prix plus raisonnable, 7, 8, 9 euros, 10 euros, 11 euros, bref. Et le grand format, les jeunes, je dirais de 15 ans jusqu'à 25 ans, ils n'ont pas l'idée d'acheter un livre à 22. Je les comprends, hein. C'est cher 22 euros pour un livre. C'est cher. Ils n'ont pas, ça ne fait pas partie de leur budget. Ils vont peut-être acheter un livre de poche à 8 euros, pas de problème, mais ce format français qui consiste à d'abord sortir les livres à un prix quand même assez élevé ne s'adapte pas aux jeunes qui n'ont pas les moyens. Comment ils faisaient avant? Parce qu'avant, les jeunes... Comment ils faisaient? Déjà, c'était peut-être un peu moins cher, et puis il y avait... Comment dire? Il y avait plus de personnes qui avaient réservé une partie de leur budget pour la culture et pour le livre. C'est-à-dire que maintenant, avec les outils modernes, un adolescent ou un jeune adulte va se contenter d'aller lire 2-3 choses sur son téléphone et ça va lui suffire. Un résumé, ou c'est triste à dire, mais il y a moins de curiosité, moins d'intérêt. Je crois que l'IA va faire très mal, commence à faire très mal aussi, parce que ces personnes pensent avoir lu un livre quand elles ont lu un résumé d'une page sur le livre. Ou alors quand elles ont vu une adaptation au cinéma. Ils n'ont pas encore compris. En fait, il faut une certaine maturité, une maturation pour arriver à comprendre le voyage que l'on fait en lisant un livre. Ouais. Moi, je crois, toi, pour bosser un petit peu dans le champ de l'éducation, donc je suis en contact avec les profs, le constat que je peux faire, c'est pas le constat, je crois que la curiosité chez les jeunes, elle est la même, en fait. Tu crois? Je crois que ça n'a pas changé. Le problème, c'est que cette curiosité, on peut l'alimenter maintenant à moindre coût. Tu parles de réseau. Oui. Ils savent très bien ce qu'ont créé tous ces outils, ces plateformes, ils activent un petit peu le système de la récompense, ça libère de la dopamine et ça rend accro, en fait. C'est Damasio, tu connais, tu m'as conseillé, qui a écrit La Horde du Contrevent, etc. Il s'intéresse beaucoup à ces questions-là. Et l'autre fois, je l'entendais, il dit que ça outille finalement nos paresses. La curiosité, je pense qu'elle est la même, sauf que pour la satisfaire maintenant, tu cliques. Tu cliques, ça va vite, etc. Et donc il y a un système, une sorte d'emballement, c'est-à-dire que la curiosité pour moi elle est la même, mais les enfants sont addicts, d'ailleurs les adultes aussi. Et c'est pour ça que je voulais qu'on échange aussi entre nous aujourd'hui, parce que je crois que pour contrer, l'école a un rôle énorme là-dedans, pour contrer un petit peu tous ces plaisirs faciles, via les réseaux, via Amazon, l'école elle a un rôle à jouer, C'est certain. Qu'il faut créer une sorte d'école du plaisir, reprendre le goût le problème de la lecture entre guillemets, c'est qu'il faut être actif, c'est-à-dire que pour que le plaisir vienne, c'est un peu comme la course à pied, ça nécessite un petit peu de s'entraîner, le plaisir il vient pas tout seul, mais quand il est là, il est durable. Souvent moi j'ai remarqué que les gens venaient à la lecture après un déclic comme moi avec Boris Vian. C'est-à-dire un livre qui change la donne, un livre qui n'est pas un simple bon moment, qui est plus que ça. Et ça, ce ne sera jamais le même livre pour les gens. C'est-à-dire, pour toi c'est un livre, pour moi c'est un autre. Et ce déclic, il vient, mais encore faut-il que les personnes aient le temps, parce que c'est du temps quand même un livre. Est-ce que dans notre société actuelle, il y a beaucoup de temps pour ça? S'immerger dans un livre, c'est comme se mettre dans une bulle. Et ce n'est plus une priorité pour beaucoup de gens. Ça peut, à mon avis, c'est aussi une histoire de politique, de société, c'est-à-dire que moi je crois qu'on est collectivement malade, addict. C'est certain. C'est à la fois tous les objets qu'on utilise, les portables ou autres, c'est des outils puissants qui nous permettent d'accéder à tout, presque tout. Et la musique, les livres, tu as accès à tout, sauf que maintenant la tentation elle est grande de passer très vite d'un artiste à l'autre, d'un livre à l'autre. C'est le survol.
C'est le survol constant. Et j'ai un moment fort dans ma carrière de libraire, j'avais une cliente, une vieille dame qui offrait systématiquement à l'anniversaire et à Noël à ses petits-enfants des livres. Tous ces petits-enfants étaient ravis, sauf un, qui faisait la tête à chaque fois. Et elle s'est obstinée, vraiment. Pendant des années, elle lui offrait un livre à son anniversaire qu'il prenait avec dédain. Et à Noël aussi, choisi, hein, elle ne prenait pas au hasard, et il prenait son cadeau sans la remercier. Et cette femme est venue me voir et m'a dit, très heureuse, que ce garçon, là, son petit-fils, avait fini par venir la voir, plusieurs années après, hein, pour la remercier. Parce que je crois les jeunes ont besoin de garder le lien avec les livres, et pour cela, les cadeaux de livres sont très importants. Parce qu'un enfant qui va grandir en recevant régulièrement des livres pour son anniversaire, pour Noël, c'est pas anodin. Et ce jeune homme, un jour, a retrouvé un des livres qu'elle lui avait offert, l'a lu, il a trouvé un intérêt particulier, il est retourné vers les autres et il a compris que sa grand-mère, elle avait fait un travail. C'est une histoire de timing, hein, et voilà, je crois que c'est ça. Une des problématiques à l'école, moi j'ai pas de souvenir de lecture énorme. J'ai lu beaucoup. Lecture contrainte peut-être. Ouais, voilà. J'en ai pas de souvenir. Le premier livre qui m'a mis sur le chemin, j'avais 21 ans, c'est un ami qui me dit tiens, tu devrais lire ce livre-là. C'était Alexandre Jardin, Le Petit Sauvage. Ah oui. Il était question de sens, d'amour. J'avais 21 ans, je me posais la question du sens et donc coïncidence. Ça s'est emboîté. Il y a une sorte de raisonnement qui fait qu'à partir de là, ça y est. Une fois que tu es rentré dedans, après c'est ça. Une fois que tu as ressenti le plaisir d'un livre, je crois que c'est exactement ça. C'est à vie. Et toi, je crois qu'effectivement la jeunesse aujourd'hui, mais pas que la jeunesse, hein, finalement on est tous accros, il y a une sorte d'addiction à ces écrans qui nous attire vers des plaisirs qu'on peut obtenir, mais sur du court terme, mais qui ne durent pas très longtemps au final. Tu vois, tu es obligé de consommer, de scroller, etc. Voilà. Donc les jeunes sont particulièrement vulnérables par rapport à ça. Nous, on a la chance d'avoir, entre guillemets, découvert la lecture. Nous aussi, on est, on est victime aussi de ces... du portable, ça nous attire, ça nous aspire aussi de la même façon que les enfants, sauf qu'on on a la chance d'avoir le goût de la lecture depuis quelques années avant que ces outils n'arrivent. Quand tu es pris dans un livre, tu n'écoutes pas ton téléphone, tu te mets dans le livre, tu te laisses porter par l'histoire, par le style. Et toi, mon fils, je sais combien, pour moi, c'est le récit, la lecture qui donne forme à l'esprit. Donc très tôt, je lui ai donné à lire. Je lui ai lu des histoires très tôt quand il était petit. Il a fini par y prendre goût et donc il est devenu accro, quoi. Mais limite c'était presque devenu un enfermement, c'est-à-dire j'avais du mal à le sortir. Il pouvait lire 1 heure, 2 heures, 3 heures et limite il fallait que je lui dise écoute, pose le livre. Sors un peu de ton livre. Ouais. Donc il a lu énormément en fait pendant une certaine période, et puis à la période dite de l'adolescence, portable, à 6e, 5e le portable, et il a décroché en fait pendant une période. C'est-à-dire pendant 1 an ou 2, il n'a pas lu un seul livre. Parce que aspiré par la facilité, comme les jeunes de son âge, puis les adultes aussi. Mais on doit être malin par rapport aux enfants. Sauf que je sais qu'il a le goût de la lecture. Et qu'un jour ou l'autre, il pourra y revenir. Voilà, il y reviendra, c'est évident. Parce que si tu as fait le travail, parce que les enfants livrés à eux-mêmes avec des parents qui ne se soucient pas de ça, ils ne trouveront peut-être pas la lumière. Il faut ruser. Moi j'ai une fille qui a 11 ans, j'ai dû ruser avec elle, parce que je voulais lui faire lire Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery, une histoire qui date de 1906 par là, l'histoire d'une jeune fille adoptée, sauf que le couple qui l'adopte est très déçu. Ils avaient demandé un garçon, c'est une fille, il la renvoie et puis finalement ils vont la récupérer, ça va être le bonheur de leur vie. Et je lui avais dit lis-le, moi je l'ai adoré à ton âge, elle ne voulait pas le lire,
Et donc j'ai rusé, je lui ai fait voir le premier épisode de la série qui a été adapté d'ailleurs très bien. Pour l'histoire, l'héroïne du livre est tellement particulière qu'il a fallu 1680 auditions de filles pour trouver le bon. D'accord, ok. Et elle a été emballée, et moi j'étais heureux comme tout, parce que une fois l'épisode terminé, elle s'est ruée dans sa chambre, elle a retrouvé le livre, elle l'a commencé. Et elle l'a terminé depuis. Hein. Mais il a fallu ça, il a fallu que je ruse de cette manière. Ce qui est sûr, c'est encore une fois, que le plaisir est là, que tu as pris le goût, le plaisir. C'est ça qui précède le plaisir précède le désir. Exactement. Donc c'est une histoire de rencontre, et je pense que pour le coup, des fois à l'école, on nous propose tout un tas d'ouvrages qui sont merveilleux. Des fois, qui ne sont pas en adéquation. Mais ils ne tombent pas toujours au bon moment, finalement. Moi, on m'avait fait lire un livre qui m'a barbé au possible, Le Neveu de Rameau de Diderot. Et quand je l'ai repris 3 ans plus tard pour le plaisir, j'ai trouvé ça sublime. D'accord. La lecture imposée, c'est d'une tristesse infinie. Il faut déjà, un enseignant devrait proposer un choix de livres, et proposer 5-6 livres, et que chaque élève choisisse en fonction. Déjà, l'élève, il a l'impression qu'on ne lui impose pas le livre, il fait un choix. Il y en a qui le font, il y a des profs qui le font. Il y en a qui le font, oui, mais ça devrait être systématique. D'accord. Parce que c'est violent de dire à un élève, tu lis ça, tu lis ceux classiques du 18e ou du 19e ou du 17e, c'est dur parce qu'ils ne sont pas prêts. Si on fait lire Madame Bovary à quelqu'un qui n'est pas prêt à le lire, ça peut être contre-productif, il va jamais vouloir le lire, et puis il va pas vouloir lire par la suite, il va y avoir un blocage. Ouais. Moi je crois fondamentalement qu'à l'école, demain, aujourd'hui et demain plus qu'hier, il faudrait qu'on pense, le plaisir, retrouver du plaisir à l'école autour de la lecture et de plein d'autres choses. Pour moi, c'est essentiel, notamment pour remédier à toutes ces technologies qui captent l'attention de nos enfants. Je crois que si on ne développe pas une école du plaisir, entre guillemets, le plaisir de la lecture, entre autres... Ça doit passer par là. Je pense que c'est essentiel. Je pense que c'est essentiel. Est-ce que tu aurais, pour le coup, des souvenirs assez marquants, comme ça, qui te reviendraient à l'esprit concernant le métier? Ouais, soit en tant que lecteur, soit en tant que libraire. Alors, en tant que libraire, la rencontre que j'ai organisée le 7 février, où tu es venu d'ailleurs, avec Nicolas Thomas-Eck, c'était fort, parce que c'est un auteur, c'est un primo-romancier en fait, c'était son tout premier livre, absolument inconnu. J'ai tout de suite aimé le livre, et ça s'est très bien passé, puisque l'auteur est devenu quasiment un ami, on correspond. Les gens étaient intéressés, c'était gracieux, faut que la grâce. C'est des moments comme ça que je cherche, mais c'est pas des moments qu'on peut fabriquer, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un petit peu plus que ce qu'on apporte, il faut un peu de chance aussi. Là, l'auteur était charmant, il était subtil, l'auditoire était attentif, c'était parfait. Il y a des moments comme ça où les étoiles sont alignées, où tout se passe bien. Sinon... Tu as d'autres moments comme ça, des fois des clients ou des lecteurs qui... Oui, j'ai créé des bonnes relations avec certains lecteurs qui sont devenus... Alors, c'est pas tout à fait de l'amitié, c'est pas ça, mais c'est une connivence. Là, récemment, un lecteur que je connais depuis des années est venu, on se connaît bien, je connais ses goûts, je lui montre des livres que j'ai aimés, puis parmi ce que je lui propose, il en trouve toujours un ou deux qu'il a envie de lire. Il y a un échange aussi, parce que lui-même est un très bon lecteur. Moi, je suis curieux aussi de ce qu'il lit. Il y a des liens qui se créent, qui sont forts, entre libraire et lecteur. Il y en a pas mal. D'accord. C'est gratifiant. Voilà, tu vois, on se dit qu'on ne fait pas ça pour rien. D'accord. Après, qu'est-ce que j'ai quand même... J'avais réfléchi tout à l'heure à des anecdotes. Oui, une anecdote. Quelque chose que j'avais adoré faire, c'était en 95. J'étais libraire depuis 3 ans. Et j'ai eu un tel coup de cœur pour un livre. Vraiment, c'est un livre qui m'a complètement chamboulé. C'est un livre d'un Américain appelé Bernard Malamud. Il avait 30 ans, le livre, pourtant. Il est pratiquement inconnu en France à ce moment-là. L'homme de Kiev. Ouais, c'est ça. Et je n'ai commandé 100
avec des conditions très intéressantes. Parce qu'en fait, en librairie, plus tu commandes d'exemplaires et plus tu peux avoir de bonnes conditions, des remises importantes, des échéances, voilà. Mais j'étais tellement sûr de moi, tellement j'avais été fasciné par ce livre, et ça a épuisé le tirage. L'éditeur n'en avait plus. Il a fallu des années pour qu'il soit réédité, d'ailleurs pas chez Point Seuil, mais chez Rivage, grâce à l'intérêt aussi passionné d'une femme qui dirigeait Rivage à l'époque, Nathalie Béraud, qui a tout fait pour rééditer le livre, qui était épuisé, ce qui était honteux. Et donc les 100, je les avais étalés sur une gondole en disant ça c'est un livre qui va changer votre vie, et j'ai vendu les 100. Ça c'est un bon souvenir aussi, parce qu'en général ce genre de truc on le fait sur des quantités un peu moindres quand même. Quand j'aime un livre, tu vois, court-circuit, j'en ai pris 12. Ouais. Je me dis que si j'en vends 12, je serais content. Ouais. Là, vraiment, tu vois, une sorte d'impulsion, je me suis dit, il faut que je fasse découvrir ce livre, parce que ceux qui le liront me diront merci. Et effectivement, il y a des personnes qui l'ont découvert à l'occasion et qui ont été vraiment marquées. Le libraire essaye, dans la mesure du possible, d'identifier des raretés, enfin des livres inattendus, qui parfois deviennent célèbres, mais le risque pour le lecteur, s'il n'a plus affaire à un libraire qui veut vraiment le bien de son lecteur et qui lui propose des livres qu'il ne va pas trouver ailleurs, c'est qu'il se cantonne à des best-sellers, à des livres qu'on va trouver partout. Et il y a une uniformisation, un formatage qui est dangereux. Parce que le jour où les gens liront tous les mêmes livres, où seront les auteurs plus rares et plus intéressants à mon avis, qui émergeront de moins en moins. Donc ton rôle, tel que tu le perçois, c'est de finalement mettre en avant des livres qui ne sortiraient pas sans une relation comme ça en direct, en présence, quoi. Exactement, sauf que je trouve qu'il y a moins de lecteurs susceptibles d'être intéressés par ce genre de conseils maintenant qu'il n'y en avait il y a 20 ans ou 10 ans. Comme je le disais tout à l'heure, il y a moins d'interactions fructueuses. Moins de lecteurs qui se proposent d'être à l'écoute et de faire confiance. Maintenant, il y a la manie de la vérification. Les gens veulent savoir si le conseil qu'on leur donne est fiable ou pas, donc vont vérifier sur leur téléphone. C'est frustrant. Bon. Mais c'est pour ça, je crois j'espère que les librairies vont continuer d'exister et qu'il y aura toujours des libraires indépendants qui donneront des conseils, des conseils chaleureux, des conseils inattendus, parce que le royaume des meilleures ventes, c'est un endroit où moi j'ai pas envie de vivre. Ce sont des livres qui se ressemblent tous, et voilà, il faut identifier les auteurs avant qu'ils ne deviennent des vedettes. Ce que j'entends finalement, toi, quand tu me parles de ça, c'est un petit peu la question de la liberté, quoi. Pour être libre, il faut élargir un petit peu le champ. Exactement. Sinon on est des moutons, puis on finit par acheter finalement ce que l'autre achète. Voilà. Le mimétisme n'est pas... Il y a un enjeu démocratique aussi, peut-être, au final. Exactement. Et il faut parfois... Alors moi, je donne souvent 3-4 conseils, et la personne choisit. Alors il y a des livres qu'ils auraient pu trouver ailleurs, parfois, dans les conseils. Et puis il y en a toujours un ou deux qui est vraiment de mon cru, des livres qui ne sont pas encore présents dans d'autres librairies, ou en tout cas très discrètement. Je veux que la personne ait le choix entre des livres différents. Ok. Bien sûr, je suis plus heureux quand la personne choisit la rareté, mais bon, je ne veux pas non plus l'obliger à aller dans cette voie-là, parce qu'il y a toujours le risque qu'elle n'y trouve pas son compte. D'accord. Bon bah écoute, merci beaucoup. De rien. Et puis il faut résister, je crois. Voilà, il faut résister, puis il faut aller discuter avec son libraire, il faut le tester, par exemple, suivre un conseil, et puis voir si on est satisfait ou pas, et si oui, retourner le voir. Eh bien écoute, je te remercie, on arrête là. Voilà. Merci à toi Jean-Jacques, Merci à toi et puis aussi. pour celles et ceux qui nous ont écoutés, je vous donne rendez-vous bientôt sur Parlons Caire.